Merci aux intervenants. Je vais rebondir sur la dernière phrase de Sylvain sur les startups. C'est vrai que c'est important de faire mieux travailler ensemble ces deux écosystèmes, hein, l'écosystème des startups dans le domaine du numérique et l'écosystème ou le réseau des musées, des lieux de patrimoine, hein, et il y a effectivement beaucoup de coopération encore à imaginer, à développer entre ces deux mondes. Et le CLIC essaie justement de rapprocher ces deux mondes dès qu'il le peut. On va terminer avec la dernière table ronde. Alors avant de laisser la parole à Florence, je vais vous raconter comment est né le troisième forum, comment il a atterri ici au Palais des Beaux-Arts, quand Christophe Chailloux m'a proposé de réunir nos forces Muséo Hub plus le forum du CLIC dans un même endroit, à un même lieu. J'avais tout de suite proposé au Palais des Beaux-Arts d'être l'hébergeur, hein, l'hôte de ces deux journées convergentes. Et alors Florence, quand j'ai proposé à Florence Raymond cette idée, a tout de suite dit oui, surtout si le sujet est la maquette, parce que Florence vit, j'allais dire dort quasiment avec sa maquette, avec ses plans reliefs. Et depuis des mois et des mois, elle réfléchit, elle brainstorm toute seule avec d'autres, hein, sur l'avenir de ces beaux plans reliefs, hein, et qu'est-ce que le numérique va permettre de faire pour les enrichir et pour les rendre encore plus attractifs qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et donc demain, Florence sera à l'affût de toutes les innovations possibles et imaginables, hein, sur ces maquettes. Et donc aujourd'hui, ça va être l'apéro. C'est le teasing à la journée de demain. On va écouter deux lieux qui ont déjà imaginé des choses autour des maquettes pour vous donner envie de réfléchir encore plus à la numérisation de ces maquettes. Donc je laisse la place à Florence, Miss Maquette. Quelle présentation. Donc je suis monomaniaque. Miss Maquette notamment. Oui, non mais... Oui. Bon, rebonjour à tous. Et d'autant plus que ce ne sont pas mes maquettes. Et oui. Il y a une appropriation, mais je voulais saluer la présence d'Isabelle Varmos dans la salle. Je ne la vois pas, mais je sais qu'elle est là. Et s'il y a une grande propriétaire des maquettes, c'est elle. Puisque, comme vous le savez, les 15 plans reliefs que présente le Palais des Beaux-Arts de Lille depuis sa grande rénovation de 1997 est propriété du Musée des plans reliefs de Paris, qui a déposé dans les années 80, suite à une grande histoire politico-culturelle, 15 plans reliefs au sein du musée, dans un espace qui n'existait pas lors de la création du musée dans les années 1892. L'espace que vous connaissez, que vous visiterez demain, a été vraiment creusé dans le sol du Palais des Beaux-Arts pour y présenter une quinzaine de maquettes, plans reliefs qui sont, puisqu'il faut définir les choses, une représentation 3D à échelle 1/600, donc 1 cm représente 6 cm réels, et ces maquettes ont été l'intention politique et artistique de Louis XIV en son temps pour matérialiser les villes prises à l'ennemi de l'époque. Ses successeurs ont réajusté, modernisé ces maquettes qui sont devenues aussi des objets de stratégie militaire, des objets ensuite objets d'art, objets de musée aujourd'hui. Certains sont présentés au musée des plans reliefs, d'autres à Lille, d'autres dans des musées, que je pense à Douai par exemple. Certains ne sont pas de la même époque, donc il y a un corpus d'œuvres qui répond à une problématique, à une typologie commune, mais qui aussi présente des particularités que l'on évoquera plus précisément demain. Je voulais simplement faire la transition entre le CLIC d'aujourd'hui et la journée de demain, Muséo Hub 4, dont la grande organisatrice est en haut. Et je remercie Christine et son équipe qui souffle un peu avant le rush de demain, puisque cette journée de demain est co-organisée par l'Université de Lille, le CLIC, Picta Novo et le Palais des Beaux-Arts de Lille, qui est très heureux d'accueillir cette journée de réflexion, dont la transition aujourd'hui se fait,
puisque nous sommes en pleine réflexion de rénovation de cet espace. L'espace des plans reliefs, c'est 1300 mètres carrés de superficie d'exposition, 700 mètres carrés de relief, 15 plans reliefs, je le disais, que nous souhaitons rénover tout en gardant la ligne de la rénovation, ces grandes nefs de vitrines qui ont l'avantage esthétique de présenter un panorama de ces grandes villes du Nord, villes fortifiées du nord de la France, fortifiées sous l'impulsion de Vauban et de ses architectes ingénieurs. Et cette rénovation, nous souhaitons la nourrir des expériences de chacun d'entre nous que nous portons. Nous avons tous des bonnes idées, des fausses bonnes idées, des mauvaises bonnes idées, qu'on souhaite vraiment mettre en commun aujourd'hui et demain, de partager la réflexion, de partager les bons retours, les moins bons. L'idée aussi d'y associer des démonstrations d'entreprises fait partie de ce miel que nous essayons de constituer aujourd'hui et demain pour nourrir une réflexion, sachant que l'espace des plans reliefs du musée de Lille a la chance d'avoir de l'espace. Et nous avons devant nous à peu près 300 mètres carrés d'exposition, aujourd'hui sous-exploités, que nous souhaitons mettre à profit dans le futur, très proche, 2017-2018, pour davantage introduire d'interprétation de l'objet. Alors, tous les outils énumérés jusqu'à présent nous font rêver au meilleur. Comment rapprocher le visiteur, vous en avez ici une proposition, le visiteur d'un objet qui est éloigné de nous par une vitrine de protection, donc élément de frustration qui peut être contrebalancé par des éléments de médiation. Comment aussi équilibrer médiation humaine, médiation numérique, médiation parfois très numérique. La cartographie aussi est une problématique particulière, très évolutive aujourd'hui. La localisation, la géolocalisation, lorsqu'on cherche son chemin, nous est très aisée avec nos smartphones. C'est aussi une notion très contemporaine à partir de laquelle on souhaiterait dérouler un fil interprétatif dans les prochains mois de notre réflexion. Donc voilà un petit peu le contexte qu'on souhaitait vous présenter, qui est vraiment particulier. Nous sommes 20 ans après la rénovation en dur, si je puis dire, du Palais des Beaux-Arts de Lille, rénové par les architectes Thibaut Sévitard. Il y a 20 ans, le numérique n'existait pas. La médiation était autre. Et pour l'anecdote, mais qui n'en est pas tout à fait une, nous avons des textes sérigraphiés dans l'espace des plans reliefs actuellement, avec des cartographies. Et certains de nos visiteurs, jeunes ou moins jeunes, considèrent que cet élément est possiblement tactile et vont activer, alors que c'est une sérigraphie, vont vouloir activer un contenu numérique qui est en attente, que nous préparons. Donc voilà, c'est aussi une réflexion plus globale sur les usages, le rapport au corps par rapport à ces objets qui renvoient à la notion de fidélité, mais aussi d'interprétation du paysage et de la ville d'aujourd'hui et de Donc j'appelle à la tribune mes collègues, Christophe Courtin et Philippe Kest, pour envisager le futur, un futur aussi que nous travaillons, et la dernière diapositive est bienvenue, avec un de nos grands partenaires qui est l'École d'architecture et du paysage de Lille, qui depuis 2 ans travaille sur des esquisses de préfiguration pour les plans reliefs de demain. Vous en voyez ici une préfiguration, et vraisemblablement ce ne sera pas blanc ni noir, mais il faut bien vous réserver quelques surprises. Voilà. Je cède la parole à Christophe Courtin, qui est responsable des projets numériques, il ne faut pas que je me trompe, au château des Ducs de Bretagne à Nantes, et qui va nous présenter un projet autour de Nantes 1900, projet récent, réalisé en coproduction avec des partenaires dans la salle, je nomme Dévocité en particulier. Projet de médiation que tu vas nous décrire, relatif à la maquette de Nantes réalisée pour l'exposition universelle de 1900. Voilà, j'enlève aussi mes papiers. Merci Florence, merci Pierre-Yves aussi pour cette invitation. Moi aussi j'ai dormi avec mes maquettes pendant un certain nombre d'années, pas surtout avec celle du port de Nantes, mais je vais vous raconter ça. Donc 2 petits mots quand même pour resituer le château des Ducs de Bretagne. C'est un monument du XVe siècle
qui se trouve en plein centre-ville de Nantes, un peu le monument phare de la ville, qui est propriété de la municipalité depuis 1910-1920 à peu près, qui a pendant tout le XXe siècle accueilli un musée et avant la fin du XXe siècle, la ville a choisi de faire un tout nouveau musée, un musée d'histoire de la ville. Donc on est un musée de société pour lequel les conservateurs ont pris le parti de mettre de côté tous les objets. Ils ont tout mis en réserve, ils ont réfléchi à l'histoire de la ville, ils l'ont écrite et après ils sont allés chercher les objets en fonction de ce qu'ils arrivaient à illustrer le discours. Très vite, ils se sont aperçus que les objets ne suffiraient pas, qu'il fallait d'autres moyens, donc ils ont commencé à penser à des livres thématiques, des choses de médiation traditionnelle, des cartels par exemple, et puis ils ont pris finalement la décision d'avoir un recours assez massif ce qu'on appelait à l'époque le multimédia, on dirait maintenant du numérique, mais à l'époque c'était du multimédia. Tout ça pour dire qu'il y a une sensibilité très favorable aux choses du numérique dans le musée. C'est quoi le bouton pour passer à la diapo suivante? C'est ça. Non. C'est ça. Ouais. Donc, voilà, il y a 5 ans ou 6 ans, la maquette du port de Nantes, elle se trouvait là, dans cette salle. Elle est toujours dans la même salle, d'ailleurs, à peu près au même endroit. Son environnement a un peu changé. C'est donc une maquette qui avait été réalisée à la demande, c'était pas de Louis XIV, c'était la chambre de commerce de la ville de Nantes, pour l'exposition universelle de 1900, comme un certain nombre d'autres villes. Il y en a dans la région, il y en a un à Calais qui est dans le musée de la dentelle, qui a été fait à la même époque pour les mêmes raisons. L'idée était de promouvoir l'activité portuaire française pendant l'expo universelle. Aujourd'hui, on ferait un beau dispositif 3D. À l'époque, c'était déjà un beau dispositif 3D, pas numérique, mais quand même 3D. Elle fait 9,80 m de long, 9,20 m pardon, par 1,85 m, donc c'est un dispositif assez imposant. Elle est d'une échelle un peu plus grande que celle des plans reliefs qu'on peut voir dans la pièce à côté. Je ne me souviens plus exactement de combien de centimètres par mètre, mais c'est un peu plus grand, quoi. Elle a été utilisée, c'est pas neutre, ça jusque dans les années 20, toujours par la Chambre de commerce, dans ses locaux, pour promouvoir, au point que comme il y a eu à cette époque-là des comblements de la Loire, des évolutions de la ville, on voit sur la maquette les traces des mises à jour diverses, donc ça c'est assez intéressant aussi. Et puis elle a été donnée au musée, ce qui explique son état de conservation plutôt bon. Elle n'a pas été trop abîmée. Donc il est très précis. C'est vrai qu'on peut superposer, on s'est amusé à superposer les orthophotographies de la maquette qu'on a pu réaliser au cadastre de l'époque, et ça match très très bien. Les altitudes sont à peu près bonnes. Ça, c'est la numérisation 3D qui nous a permis de nous en apercevoir. Et c'est une époque intéressante historiquement pour Nantes, parce que c'est vraiment l'apogée de l'activité du port de Nantes. Dans les années qui vont suivre, en fait, ça va être le début du déclin du port de Nantes, parce que les bateaux devenant trop gros, ils ne pouvaient plus remonter jusqu'à Nantes à cause de l'ensablement de la Loire. Alors, les objectifs du programme, un jour, ça, il y a longtemps, il y a 6-7 ans, j'étais avec mon directeur devant la maquette et il me disait: c'est dommage, on a quand même publié dans des colloques sur cette maquette, sur cet objet, on aimerait bien raconter à quoi il servait, mais aussi pouvoir montrer aux gens, se servir de cette maquette pour parler de l'époque de Nantes en 1900. Et puis de travailler, de faire de l'histoire avec cet objet. Donc on a commencé à réfléchir à un dispositif de médiation autour de ça. À l'époque, les tables tactiles multitouch n'étaient pas encore répandues. Moi, j'avais commencé à imaginer des joysticks avec des webcams qui se baladeraient sur la maquette, et puis on récupérerait les coordonnées de ces webcams, ce qui donnerait accès à des données, etc. Enfin, il n'y avait rien de bien satisfaisant. Et donc on a pris la décision de
de lancer un programme de recherche et développement avec l'université de Nantes, avec l'école centrale. Enfin, vous voyez là tous les partenaires. C'est un programme qu'on a financé complètement dans le cadre de nos plans pluriannuels d'investissement. Et donc, avec plusieurs idées, l'idée c'était de se donner le temps de la réflexion. On ne cherche pas une solution tout de suite, on pose les questions. On est très transdisciplinaire, on met des historiens avec des ingénieurs qui se regardent un peu comme une poule regarde un couteau au début, mais et surtout ils n'utilisent absolument pas le même langage, donc il a fallu leur apprendre à parler ensemble, etc. Il y a eu comme ça, il a fallu aussi surmonter le fait que les années universitaires sont courtes et que les cycles pédagogiques, le travail, c'est un éternel recommencement quand on fait un projet sur 4 ou 5 ans comme celui-ci. Mais on a réussi petit à petit à définir comme ça une sorte de cahier des charges qui est resté un peu flou jusqu'à la fin quand même, qui était de dire, bon ben voilà, on va avoir... Ce qu'il est nécessaire d'avoir, c'est de pouvoir faire de l'histoire avec tout ça, donc c'est plutôt une base de données. On va créer une base de données qui va générer des relations de fiche à fiche sur chacun des bâtiments, ou autant de bâtiments qu'on pourra, et donc il y a pas mal d'étudiants qui ont bossé là-dessus, des historiens. Et on va créer en face de ça une interface de visualisation de ces données et d'accès à ces données qui correspondra à quelque chose qui sera fait en fonction des usages du public. Tu as parlé, Florence, tout à l'heure des usages, ça me paraît une chose essentielle, et on voit aujourd'hui là toutes les tables rondes qu'on a eues ce matin. C'est vrai qu'on est aujourd'hui dans un balbutiement de ce qui est la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, que le public ne s'en est pas encore totalement emparé. Pour l'instant, c'est plutôt l'effet waouh, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et surtout, on ne sait pas si le public va se l'approprier vraiment. Et ça, c'est pas une question de réussite des dispositifs et tout, c'est juste une correspondance entre un besoin et une attente. Quand le public, quand il arrive devant un écran, commence à faire ça, c'est que le multitouch est entré dans les mœurs. S'il ne fait pas ça, c'est que c'est pas rentré dans les mœurs, c'est que c'est peut-être pas trop la peine de perdre du temps dessus. Ça c'était un petit aparté. Donc voilà, et on s'est toujours dit que justement par rapport aux usages, il fallait absolument tester et encore tester, ne pas faire une évaluation après avoir investi 5 ans de travail et un certain nombre de centaines d'euros, mais faire un prototype et ce prototype le trimballer, l'exposer, le montrer et le faire utiliser par le public. Donc on a fait à partir d'une maquette qui a été réalisée par le même maquettiste d'ailleurs, à la même époque, c'est un autre quartier de Nantes. Elle avait l'avantage d'être beaucoup plus petite, donc on l'a mise dans un flycase, vous voyez. Et on a fait un prototype avec des Vocités, je ne sais pas où il est Arnaud, mais il est là-bas. Qu'on a emmené au CITEM, qu'on a emmené à Digital Heritage à Marseille, et surtout qu'on a mis pendant 15 jours ou 3 semaines dans la salle du musée où il y a la maquette, en laissant le public et en ayant 2 personnes qui fassent vraiment une observation et une évaluation des usages avec entretien, etc. derrière, parce que la priorité pour nous, c'était de pouvoir voir si ça rentrait dans les usages. Donc le principe, c'est il y a cette base de données dont je vous parlais tout à l'heure, qui correspond à chaque fois à quelques lignes de texte, en tout cas dans ce qu'on affiche sur l'interface, et un certain nombre de photos, des coordonnées géographiques, j'allais dire, un géoréférencement du bâtiment dont on est en train de parler. Et quand on touche sur une table tactile multitouch une zone, celle-ci s'illumine, d'une part. D'autre part, apparaissent les photos en relation, donc qui sont des photos qui datent de l'époque de la maquette. On s'est limité volontairement entre 1900 et 1920. Et puis un texte qui est un texte résumé, sachant que dans la base de données, il y a aussi un texte beaucoup plus détaillé, beaucoup plus scientifique.
Donc tout ça apparaît. Et bien sûr, la zone que l'on a sélectionnée, on la voit ici en bleu sur l'écran, s'illumine aussi sur la maquette. Il y avait aussi cette condition très importante pour nous, c'était de ne pas avoir des visiteurs qui aient l'œil rivé à leur écran, mais de les ramener vers l'objet. Hein, c'est un souci et c'est un des dangers de tous ces dispositifs personnels, par exemple. Dans le musée, il y a des choses très fines à trouver dans la façon dont on articule la relation à l'objet et à l'écran, de manière à ce que le public ne passe pas simplement la visite sur ces écrans. Donc ça a été un gros travail qu'on a fait aussi. Il y a du coup, voilà, vous voyez une image du dispositif final, hein, mais il y a une petite vidéo, si c'est possible de la lancer. Non, c'est pas ça. C'est pas la bonne chaîne. Des vents dominants sur Nantes qui viennent en général de l'ouest, qui rajoutent un peu une dimension c'est de la réalité augmentée subtile, on va dire. Alors le gros avantage pour nous d'avoir cette base de données d'un côté et l'interface de visualisation de l'autre, c'est que dès que les budgets nous le permettront, nous pourrons mettre cette base de données sur le web, hein, bien entendu avec des textes beaucoup plus approfondis, peut-être plus de photos, etc. Et ça nous permet aussi, par ailleurs, d'imaginer d'autres applications qui exploitent cette base de données, par exemple des applications mobiles géolocalisées de réalité augmentée dans la ville, et non plus dans le musée où effectivement en fonction de l'endroit où on se trouve, on aurait comme ça un certain nombre de données qui pourraient arriver en fonction de son avancée dans l'espace. Alors, où on en est aujourd'hui, le dispositif il a été mis à disposition du public en juin 2015, donc on va bientôt arriver à 1 an d'exploitation. Il y a sur la maquette 120 points d'intérêt, hein, on peut parler comme un GPS, des POI, c'est-à-dire 120 soit immeubles, soit quartiers, soit zones qui sont renseignés, qui ont des fiches. On en a encore sur nos serveurs 400 en réserve. Le problème qu'on a par rapport à ça, c'est que c'est très bien de faire des travaux universitaires avec des étudiants, sauf que le musée, quand il parle, il veut parler d'une seule voix, et donc l'ensemble de ces 400 fiches sont à réécrire, à valider scientifiquement d'abord, et puis à réécrire pour avoir un ton unique, et notre équipe de 4 ou 5 conservateurs a un peu autre chose à faire. Donc là, nous allons démarrer dans 15 jours une évaluation du dispositif, hein, pendant 3 semaines, une évaluation qualitative plus que quantitative, pour répondre à plusieurs questions. La première, c'est est-ce qu'il faut qu'on rajoute des fiches? C'est-à-dire que vu le temps que passe le public devant ce dispositif, il y a 3 dalles tactiles, hein, comme vous voyez là sur les 9 mètres de long, mais vu le temps qu'ils passent, est-ce que ça vaut le coup qu'ils aient autant de données? Est-ce que c'est nécessaire dans la médiation qu'on veut donner? Et puis est-ce que c'est nécessaire aussi de mettre autant de photos? Je ne sais pas si vous avez vu là sur le plan précédent, il y avait un carrousel énorme de photos sur le pont Transborder. Il y a, je ne sais plus, 80 photos je crois qui concernent le pont Transborder. Au début on a pris le parti de toutes les mettre en se disant bah oui c'est peut-être pas mal. Voilà, on voit bien le carrousel à droite, vous voyez.
Et en fait, on se dit que c'est peut-être pas nécessaire d'en mettre autant. Donc on va voir. Voilà, ça va nous aider à décider ça. Ça va nous aider aussi à voir quels sont les manques. Par exemple, beaucoup de gens nous demandent des photos d'aujourd'hui. Au départ, on s'est dit c'est bizarre. Alors on a un objet de 1900, puis on va mettre des photos, enfin des images de 1900 à 1920, ça c'est contemporain à la maquette, mais pourquoi on mettrait des photos des bombardements, par exemple, de la Deuxième Guerre mondiale? Qu'est-ce qui justifie ça, ou qu'est-ce qui justifie de mettre des photos des années 60, etc. Enfin, il y a un vrai questionnement autour de ça, mais on a des retours du public qui disent il faut mettre des photos contemporaines parce qu'on ne s'y reconnaît pas. C'est vrai que c'est une bonne idée. Donc voilà, toute cette évaluation va nous servir à ça après un an de fonctionnement. Je ne sais pas du tout où j'en suis de mon temps de parole. Il faut que je m'arrête là. Bon, ben voilà, merci. Y aurait-il des questions dans la salle sur la présentation de une ici? Bonjour. Je voulais savoir en premier lieu les personnes qui visitent, quelle réaction elles ont. Est-ce qu'elles regardent en premier la maquette ou en premier lieu l'écran? Alors, quand elles entrent dans la salle, déjà, elles voient d'abord la maquette parce qu'elle est dans l'alignement de la porte depuis déjà deux salles. Donc, c'est quelque chose vers lequel on est attiré. Et ils voient d'abord la maquette, mais dans sa longueur. Après, ça dépend vraiment de la fréquentation. C'est-à-dire que quand il y a du monde, et puis des personnes aussi, quand il y a du monde sur les écrans, ils vont regarder la maquette. Et quand il n'y a personne devant les écrans, ça dépend. Il y en a qui vont se précipiter sur l'écran. Dans ces cas-là, en général, ils sont en veille. Il y a écrit « toucher l'écran » pour commencer. La luminosité est redescendue. Il y en a d'autres qui n'osent pas. Ou que ça n'intéresse pas spécialement et qui vont regarder d'abord l'objet. Et une fois qu'ils auront bien compris ce qui était en jeu dans l'objet, à ce moment-là, ils vont aller toucher l'écran et essayer d'en savoir plus. C'est très variable. Les gamins se précipitent dessus et puis ils font du light show sur la maquette en cliquant partout. Voilà, il y a plein de comportements différents, autant que de public. Merci. Mais c'est ce qu'on constate en général sur les dispositifs numériques. Hein, il y a autant de comportements que de profils. D'autres questions, interrogations sur cette expérience qui est plus qu'un projet aujourd'hui, qui est une réalité matérielle? J'avais une question par rapport à la notion d'exhaustivité que tu décrivais. C'est est-ce notre grand tort ou notre grand défaut ou notre grande qualité? Sur justement le corpus d'œuvres, de références ou d'iconographie associée au plan relief, jusqu'où aller Ouais, c'est une vraie question, d'autant plus quand on se met à faire une base de données. Quand on fait des applications one-shot qui sont fermées, qu'on ne peut pas mettre à jour, etc., on définit un objectif de médiation et puis on met ce qu'il faut pour raconter l'histoire. Quand c'est une base de données comme ça qui pourrait contenir à terme des milliers de données, voire des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, c'est bien qu'elles soient dans la base de données. Après, est-ce qu'il faut les montrer dans la médiation? C'est autre chose. Et donc, je crois que ça dépend. Du coup, comme on peut séparer l'interface de visualisation des données en elles-mêmes, peut-être que ce qui va venir, c'est que quand on mettra ça sur Internet, on mettra tout. Et que par contre, sur les écrans tactiles, là dans le musée, on sait que les gens, c'est un musée, si on veut le faire tranquillement, il faut bien 3 heures. S'ils passent 1 heure de plus devant la maquette, les gens ils verront pas les autres salles, quoi. Puisque la durée de visite, c'est plutôt 1h30 chez nous, 2 heures grand maximum. Donc voilà, je crois qu'il faut adapter ça, mais il faut oublier le côté scientifique de la chose où on veut être absolument tout maître, tout le savoir, etc. Faut devenir côté public et du coup côté médiation. Oui, le discours assommant parce que non pas la qualité est là, mais parce que justement
parfois le corpus iconographique peut être devenir trop important. Ouais. Cela pose aussi la question de la médiation numérique avec une assise ou pas. On sait que le temps de consultation d'un dispositif numérique assis est sensiblement plus long qu'en posture debout. On n'a pas forcément le choix aussi par rapport aux objets que nous présentons à l'heure actuelle. Les maquettes ont un piétement, une hauteur de présentation. Le fait de confronter l'écran et l'objet, est-ce que ça a été un débat en interne? Vous avez tout de suite fait ce choix-là Oui, c'était. Alors, il y avait déjà avant, il y avait des écrans derrière la maquette. D'accord. Il y avait 4 écrans vidéo, là, non pas interactifs, ça depuis l'origine, qui présentaient. Le premier écran, c'était le port dans les années 20. C'était des films, des archives, certaines Pathé Gaumont. Enfin, dans les années 20, c'était Pathé Gaumont. C'est ensuite le port en 49, qui était un documentaire sur la reconstruction du port après la guerre. Et ensuite, des images qu'on avait tournées, nous, qui étaient d'une part des images du port, donc en 2005, à l'époque où on les a tournées, depuis un bateau, reprenant à peu près les cadrages des 2 premiers films, et le dernier étant un plan d'hélicoptère de la ville qu'on a tourné dans le même axe que ce que voit le public de la maquette. Donc, il y avait déjà, on avait exorcisé l'idée du diable dans les écrans, et il y avait déjà des écrans derrière la maquette. Là, on rajoute de l'interactivité et on le rajoute devant, mais en fait, les gens regardent autant l'objet. Même ils le regardent mieux, je pense. Moi, j'en suis convaincue. D'autant que le système d'éclairement fait qu'en effet, le Absolument. Regard est attiré par la zone éclairée. Ça, par contre, c'est complètement indispensable, à mon sens, de faire la relation entre l'objet et l'interaction sur l'écran pour que ce soit... pour qu'on reste dessus, quoi. Et donc, ça passe forcément par de la lumière, a priori. Très bien. Une question dans l'assistance. Est-ce qu'un micro est... Parlez fort. Si j'ai bien compris, vous n'avez pas fait une imagisation 3D. Alors, si, je suis pas rentré dans le détail, parce que je m'y approfondirai plus demain, mais non, si. C'est-à-dire qu'au début, on s'est dit, ouais, on va la numériser en 3D, on ne sait pas pourquoi, mais on va le faire. Ça nous paraît... on ne peut pas travailler autant sur ce projet, d'autant plus qu'il y avait le laboratoire IRSIN qui avait qu'une envie, c'était de tester ses scanners. Donc il y a eu une campagne de numérisation de 5 semaines sur la maquette avec des échafaudages montés au-dessus et des étudiants à plat ventre dessus qui tenaient leur scanner à main au-dessus de la maquette. On s'est retrouvé avec un modèle hyper lourd, des millions et des millions de points. Donc ça a permis de faire de grosses recherches sur les questions de décimation notamment. Mais on n'a pas réussi à l'utiliser, en tout cas à le montrer tel que. On avait la résolution qu'on avait, si on ramène la maquette à l'échelle humaine, c'est 1 point tous les 30 cm. Il y a plusieurs hectares là, donc ça faisait beaucoup de points. Et surtout, c'était à l'époque où on l'a fait, donc en 2010, je crois. C'était pas de la photogrammétrie, et du coup, on arrive à une maquette blanche. Avec ils ont fait des tests de coloration automatique du genre, si c'est une façade c'est vertical, donc c'est couleur pierre, si c'est en diagonale c'est un toit, donc on va le mettre en couleur ardoise, et puis le sol c'est gris. Enfin voilà, ils ont fait des tests comme ça. C'est pas satisfaisant visuellement, surtout quand on a la vraie maquette à côté. Donc du coup on s'était dit aussi, quand on clique sur un bâtiment, on va le faire apparaître dans une petite fenêtre en 3D pour pouvoir tourner autour. Parce que ce qui est intéressant, c'est parfois de voir l'arrière des bâtiments. Sauf que là, je suis entré dans une question d'exploitation directe du musée, c'est-à-dire que le système, j'ai essayé d'éviter trop de techniques, mais tout ça est réalisé avec des logiciels open source, et notamment le framework qu'utilisait Arnaud, Kivy, fonctionnait très bien sous Linux et montrait très bien la 3D sous Linux, mais on n'arrivait pas à le montrer sous Windows. Or, moi, les équipes techniques du musée ne sont pas formées pour une maintenance des ordis sous Linux. Donc, on n'a pas pu montrer la 3D
C'est dans la maquette, comme quoi les choses tiennent. Mais alors par contre, ça nous a servi à une chose quand même, c'est pour l'éclairement de la maquette, puisque en fait on est sur une visualisation de 3/4. Or les vidéoprojecteurs projettent verticalement, et donc il y a une histoire de parallaxe. Et ça, c'est le modèle 3D qui nous a permis de récupérer les choses. Puis ça vous a permis d'avoir une archive, même si De toute façon, on l'a, voilà, on s'en servira un jour, c'est évident, mais pas pour l'instant. Très bien, on pourra revenir à l'issue de la présentation de Philippe Kest à d'autres questions réunissant nos problématiques plan, relief, maquette. Je cède la parole à Philippe Kest qui va nous parler du plan relief de Saint-Omer qui a bénéficié d'une numérisation récente et qui va nous présenter aussi la particularité de la structure qui a porté la commande et la production au bon nom d'agence qui reste à décrire précisément par tes soins. Oui, tout à fait, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter la numérisation d'une maquette qui n'est pas présentée, justement. J'y reviendrai tout de suite après. Mais avant cela, il faut évidemment que je vous parle un petit peu du cadre dans lequel nous travaillons et du label, plus précisément Ville et Pays d'Art et d'Histoire, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse ici la réalité de ce label. Donc, c'est un label qui est national. Je vais essayer à mon tour de passer à la suivante. Bonne pioche. C'est un label qui est décerné à des territoires qui ont, on va dire, compris l'enjeu que représente l'appropriation pour les habitants des questions d'architecture, de patrimoine, d'espace public. Et on est ici à Lille, qui est une ville qui a le label. On vient de voir le musée de Nantes. La Nantes est labellisée également Ville d'Art et d'Histoire. On a une collègue, Irène Gillot, à Nantes. Et puis donc ça implique une démarche à la fois de connaissance, de conservation, de médiation autour du patrimoine, de l'architecture, et puis de soutien aussi à la création architecturale et au cadre de vie. Et ce, bien sûr, dans une perspective qui est une perspective de développement durable, de transmission, bien évidemment, du patrimoine et de participation citoyenne autour de ces questions de la construction de la ville, finalement, et du cadre de vie. Alors ça se développe comment ? Ça se développe autour d'une politique qui va être une politique culturelle et touristique, de sensibilisation, qui est articulée avec les autres établissements culturels, et notamment le musée. On aura l'occasion de le revoir après aussi. Ça passe par la sensibilisation des habitants, mais également des professionnels du territoire, à leur environnement, et à la qualité bien sûr de l'architecture et du patrimoine, et à la qualité aussi paysagère de ce territoire. C'est la présentation bien évidemment de ce patrimoine et la promotion de l'architecture, de la qualité architecturale. C'est l'initiation du jeune public, donc on a un service éducatif, ma collègue qui s'en charge est ici présente, et on a également donc une offre au public, auprès des différents publics, et en particulier auprès des publics touristiques bien évidemment. Alors bien sûr, il y a des moyens qui sont développés pour mettre ça en œuvre, notamment la réalisation d'un service, la création d'un service comme le nôtre, le développement d'actions de formation, et puis de la communication autour de l'architecture et du patrimoine. Et l'un des grands axes de cette communication, c'est la réalisation de ce qu'on appelle un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Et à peu de choses près, c'est un petit peu le même principe que ce qui vient d'être développé, ce qui vient d'être expliqué pour le musée de Nantes, à ceci près qu'il n'y a pas de collection, bien évidemment, dans ces centres d'interprétation, et qu'on essaye de développer un discours autour donc, de l'histoire d'un territoire, de son développement et de sa présentation. Alors, c'est aussi donc, les villes et pays d'art et d'histoire. Vous avez ici une présentation de la première page du site internet du réseau, du label. C'est aussi un réseau, c'est bien, ça tombe bien, un réseau national qui regroupe 184 territoires aujourd'hui. Il y en a des villes, bien évidemment, mais il y a aussi des villes d'art et d'histoire, il y a des agglomérations, Amiens en fait partie, mais il y a aussi des pays, comme bien actuellement, nous sommes, pays d'art et d'histoire. Alors, je vais l'expliquer juste après. Et en fait, en région Hauts-de-France, comme on dit maintenant, quand on parle bien, eh bien, il y a 14 territoires qui sont labellisés dans l'ancienne Nord-Pas-de-Calais et l'ancienne Picardie.
Il y a donc, ce réseau, c'est aussi un espace de création dans le domaine de la médiation du patrimoine, véritablement un espace de recherche, de réflexion avec l'ensemble des collègues. Il y a forcément beaucoup de renouvellement, beaucoup d'émulation au sein de ce réseau et beaucoup d'échanges aussi d'expériences et de savoir-faire. Alors, je vais parler aussi plus précisément du réseau et du label plutôt dans le secteur de Saint-Omer. Donc c'est d'abord la ville de Saint-Omer qui a été labellisée donc en 1997 ville d'art et d'histoire, qui a obtenu donc ce label, qui a développé un premier service. Et puis le numérique dans tout ça est apparu près une dizaine d'années après, dans les années 2007, notamment avec la projection ou plutôt la préparation d'un premier inventaire numérique des objets mobiliers qui a été développé. Donc ça a été le premier en région Nord-Pas-de-Calais, avec bien sûr le service de l'inventaire de la région, mais aussi le concours du département du Pas-de-Calais sur ce projet. Et puis donc à partir de 2008, nous sommes inscrits dans un projet européen qui avait pour but de réaliser un centre d'interprétation, ce fameux SIAP, ce centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, à l'échelle de la ville. Entre-temps, en 2010, il y a eu l'extension du label de ville. La démarche d'extension a été lancée pour passer d'une ville d'art et d'histoire à un pays d'art et d'histoire, ce qui est le cas aujourd'hui, ce qui a abouti en 2013. Et au passage donc, de la ville au pays, le service que j'occupais à la ville a quitté donc, la ville de Saint-Omer et a été intégré, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, au sein de l'agence d'urbanisme de la région de Saint-Omer, ce qui est une première en France. C'est le premier pays d'art et d'histoire à être intégré au sein d'une des 50 agences d'urbanisme que l'on trouve en France. Agence d'urbanisme qui est un petit peu l'ingénierie de réflexion sur le territoire de la région de Saint-Omer et qui porte sur des projets et des réflexions très différentes, dont une est le numérique, notamment, ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui. Mais les fondamentaux des agences d'urbanisme, c'est vraiment de travailler sur le territoire, recueillir de la donnée et la fournir aux élus et aux techniciens sur ce territoire, de travailler bien évidemment sur l'urbanisme, sur les projets de développement du territoire. Et aujourd'hui, ça s'enrichit de thématiques très différentes. Ça va des questions de numérique au développement durable, à d'autres sujets, la trame verte et bleue, enfin voilà, toutes ces thématiques qui concernent les territoires. Et donc, dans ces changements qui sont intervenus, on a décidé que le SIAP, bien évidemment, qui devait être un SIAP ville, allait devenir un SIAP de pays, et donc n'allait plus être porté par la ville, et je me suis retrouvé fort mari avec mes crédits européens. Alors, vous allez me dire, le problème de riches à gérer, c'est bien, pour une fois ça change. Et donc, on s'est orienté, justement, on a réfléchi pour réorienter ces crédits européens, et on les a réorientés vers des outils à destination de ce centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine. Donc on a réfléchi bien évidemment à ce qu'on pourrait mettre en œuvre et on a effectué ce travail en partenariat avec le musée de l'Hôtel Sandelin, dont on a parlé ce matin ou en début d'après-midi pour un certain nombre de projets qui étaient en cours. Le musée de l'Hôtel Sandelin, avec qui donc on a décidé de réaliser un portail numérique puisque le musée n'avait pas non plus de portail numérique. Et en même temps de réaliser un certain nombre d'outils. Donc le musée a numérisé un certain nombre d'œuvres principales du musée pour les mettre en avant et faire connaître un petit peu mieux ces œuvres. Et puis nous, de notre côté, nous avons fait des reconstitutions de monuments disparus, les intérieurs. Modestement, quand je vois le projet de la cathédrale d'Amiens, on n'est pas du tout sur le même niveau. On est sur des outils qui sont vraiment destinés... Là encore, ce qui est important, c'est l'usage qu'on souhaite faire de ces outils. Je partage complètement cette option. On est sur des outils qui étaient destinés à mettre en valeur ces éléments auprès du grand public. Et puis surtout, donc, le projet principal, ce que je vais vous présenter, c'est la numérisation donc, du plan relief de Saint-Omer, plan relief donc, qui est conservé aux Invalides. Alors vous allez voir une photo ici de ce plan, d'une partie de ce plan, puisque tout n'a pas été exposé lors donc, de cette
cette exposition, vous avez vu quelques photos tout à l'heure aussi, au Grand Palais, hein, qui a mis un peu en lumière ces plans reliefs, notamment ces très grands plans. Cette exposition organisée par le musée des plans reliefs. Alors, on a déjà dit quelques mots sur cette collection, je ne vais peut-être pas revenir dessus. Juste savoir que concernant le plan de Saint-Omer, ce plan qui a des dimensions un peu particulières, puisqu'il fait à peu près 61 mètres carrés, 10 mètres, grosso modo 10 mètres sur 6, j'ai certainement les dimensions quelque part, 10 mètres 65 sur 5 mètres 74 pour les puristes, et qui compte donc 35 tables. Ce plan n'a pas pu être installé en 1986 lorsqu'on a installé une partie des plans ici au musée des Beaux-Arts, vu sa taille bien évidemment. Et il n'est pas exposé non plus aux Invalides, au musée des plans reliefs. Alors c'est un plan, on va le découvrir ici, donc la vue numérique en orthoplan. Là vous avez la totalité cette fois-ci du plan. En fait, vous voyez un petit peu peut-être la ligne qui traverse à peu près au milieu ou aux 2/3 le plan. Eh bien c'est toute cette partie à droite qui n'était pas présentée. Donc à l'exposition du musée, au Grand Palais en 2012. Cet objet était à révéler donc au public. Il y avait d'ailleurs toute une partie de ce plan qui n'était pas conservé lui non plus directement au musée des plans reliefs, mais dans des réserves. Alors pourquoi numériser donc un tel plan? Donc c'était d'abord pour le rendre accessible au public. Ça c'était un premier élément. C'est quand même un outil assez exceptionnel. On voit le côté exceptionnel des plans reliefs qui sont conservés ici. Quand on y a accès, on se rend bien compte, notamment pour les habitants de la ville, que ça représente un document assez exceptionnel. D'ailleurs, l'exposition qui a été réalisée au Grand Palais a bien montré, par le nombre de visiteurs en très très peu de temps, l'intérêt du grand public pour ces maquettes. Et puis donc pour nous c'est un témoignage unique sur la ville du XVIIIe siècle, un témoignage en 3D bien évidemment, c'est ça qui fait toute sa saveur. Ville qui est d'ailleurs en pleine métamorphose au moment où on réalise ce plan donc en 1758 par l'archer d'Aubancourt qui était l'ingénieur qui l'a réalisé. La ville ayant été reprise par Louis XIV en 1677, donc nous sommes 80 ans après, et 80 ans après, on verra dans le détail après en se promenant dans la maquette, bien qu'on voit apparaître l'architecture à la française. On est en train de franciser cette ville par l'architecture, comme un peu partout, toutes les villes à la périphérie du royaume, mais on a encore des éléments qu'on a perdus aujourd'hui, des traces très fortes du patrimoine plus ancien, du patrimoine plus flamand, je dirais, de cette ville qui était une ville frontière. C'est aussi donc cette maquette un outil remarquable, et cette numérisation pour présenter la ville, le territoire dans le cadre du SIAP, c'était l'objet premier de cette numérisation, puisque dans les centres d'interprétation, l'outil central, en tout cas c'est ce qui nous en est dit aujourd'hui, l'outil central doit être une maquette d'évolution du territoire sous ses différents aspects. Donc ça nous semblait être très intéressant d'avoir ce modèle. Et la numérisation a donc été menée entre fin 2013 et le modèle créé en début 2014 par une société que vous retrouverez demain qui s'appelle On Situ, avec donc le partenariat bien évidemment du musée des plans reliefs, sans qui rien n'aurait été possible, puisque toute la numérisation a été réalisée sur place dans le musée, dans les réserves du musée. On pourra revenir s'il y a des questions sur l'opération de numérisation. Sur les différents usages, bien sûr, parce que c'est intéressant, c'est de savoir ce qu'on en fait aujourd'hui de cette maquette. Donc vous verrez qu'on l'a installée, c'était un des enjeux aussi, de pouvoir s'en servir et de pouvoir la rendre accessible, notamment par Internet, au plus grand nombre. Donc c'est ce qui a conditionné aussi le choix du prestataire et de la technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un modèle qui permet d'être lu facilement. On a pu
non pas le télécharger, mais télécharger le petit module qui permet de le lire sur le site internet, et vous pouvez aller donc sur notre site, vous aurez l'adresse à la fin, et vous pouvez aller chercher donc le petit module, télécharger, et ensuite vous rendre et naviguer dans ce plan relief. Donc les usages, en attendant bien évidemment la réalisation du SIAP qui est prévu pour 2000 livraisons prévues pour fin 2018, donc on est en train d'y travailler. Le plan bien évidemment est utilisé de différentes façons. Donc pour le grand public, j'ai dit, il est accessible en ligne directement, on le verra après dans la navigation. Il y a des présentations aussi qui ont été faites dans le territoire sur grand écran, notamment chez nos collègues de la coupole Centre d'Histoire et de Mémoire du Pas-de-Calais à Elfaux, enfin Saint-Omer-Elfaux, avec beaucoup de succès. Donc ça rencontre beaucoup de succès, puisque là on a un discours avec la présentation. Bien évidemment, on peut faire des promenades à l'intérieur de cette maquette, promener le public, les emmener jusqu'à leur maison, finalement, ça c'est tout à fait possible. Et donc c'est une notion aussi qui est importante, c'est celle du voyage dans le temps, parce que on a là un élément très très intéressant à ce niveau-là. Et surtout lorsqu'on active le mode 3D, parce que vous avez ici une vue classique, mais ce qu'on pourrait faire, c'est activer, donc là c'est un screenshot, une capture d'écran. Ce qu'on pourrait faire, c'est quand on visualise le modèle, est-ce que vous pourrez faire chez vous si vous le souhaitez, muni de lunettes 3D, lunettes anaglyphes, avec un vert rouge et un vert bleu, eh bien vous passez en mode stéréo, et là vous avez vraiment l'impression de la 3D, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la profondeur. Alors un autre usage, bien évidemment, je vous l'ai dit, on a un service éducatif, c'était de travailler avec le jeune public, avec les scolaires notamment, et il y a eu par ma collègue des formations qui ont été organisées auprès de l'Éducation nationale pour sensibiliser et former donc, avec les enseignants du secondaire, former donc ces enseignants à la manipulation de cet outil, bien évidemment, donc les enseignants d'histoire géo. On l'utilise bien sûr aussi dans nos propres ateliers que l'on mène avec le jeune public, mais aussi dans les visites. Les guides sont très friands maintenant d'avoir des captures d'écran. Alors on ne peut pas encore les utiliser, on le verra après sur tablette, c'est juste une question de technologie pour l'instant, mais ça va venir. Et donc on utilise donc des captures d'écran très, très facilement. Et puis donc le modèle est très prisé aussi par des étudiants en architecture qui font des projets sur la ville. À de nombreuses reprises on a dû l'utiliser. Et également par les architectes et les urbanistes qui travaillent sur la ville, qui font des projets, soit des projets urbains, soit des projets privés. Alors la photo que j'ai extraite ici par exemple, c'est pour avoir, vous voyez, vous reconnaissez la cathédrale, donc Notre-Dame, qui est à droite de l'image, et en avant de l'image, bien, vous avez le palais épiscopal, qui est aussi le palais de justice, et à côté, vous avez le cloître. Eh bien, oui, c'est vrai que j'ai ce petit outil. Vous avez le cloître qui est ici, cloître qui a disparu, et cette maison existe encore, et l'office de tourisme vient de s'y installer, et on a fourni à l'architecte tous ces éléments qui permettent aussi de retrouver qu'il y a encore la trace d'un mur qui existe, et puis qu'on est dans l'ancien cloître, on va pouvoir valoriser ces éléments aussi, puisque maintenant c'est dans la cour de l'office de tourisme. Et également, bien évidemment, c'est utilisé par l'architecte des bâtiments de France, dans le cadre du conseil architectural, et par mes collègues qui font le conseil architectural, les architectes à l'agence d'urbanisme, ce d'autant plus, un outil d'autant plus précieux que nous allons passer en secteur sauvegardé. Nous sommes passés en mars devant la commission nationale et qui a accepté donc le passage de la ville en secteur sauvegardé. Donc c'est un outil extrêmement précieux, et là où on l'attendait un petit peu moins, c'est que ce sont même les habitants qui s'en sont emparés et qui vont avec ces éléments voir l'architecte ou l'ABF et dire bah regardez, à telle époque, en 1758, là, sur mon toit, eh ben, c'était de la tuile, c'était pas de l'ardoise, alors pourquoi vous m'obligez à mettre tel matériau? Donc c'est assez amusant finalement que les gens s'en soient emparés aussi. Voilà un petit peu donc, pour les usages. D'autres exemples ici, bah, ça c'est lorsqu'on fait avec l'architecte des bâtiments de France sur un certain nombre de façades. Et puis donc aussi pour les ateliers, là ici vous avez, puisqu'il n'y a pas que la ville de Saint-Omer, là vous avez la ville d'Arques, qui est plus connue aujourd'hui pour la fabrication de la verrerie, la verrerie de table. Eh bien c'était un village en 1758 que vous apercevez ici, avec son château qui existe toujours, qui est la propriété aujourd'hui, qui était la propriété des anciens verriers, l'église qui a été modifiée mais que l'on voit encore
à droite du château, et puis le village, la partie centrale qui existe toujours, et aujourd'hui c'est une ville de 10 000 habitants. Donc c'est assez intéressant de faire les comparatifs. Alors peut-être quelques limites aussi par rapport à cette numérisation. Le fait que, on l'a dit, hein, ce sont des maquettes qui étaient au 1 centième, c'est-à-dire 1 pied pour 100 toises, c'est-à-dire 1 centimètre pour 6 mètres, en gros. Donc une maison, vous voyez, c'est quelques centimètres, donc c'est très très petit. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas s'immerger dans la maquette au niveau des rues. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas, à cette taille-là, avoir une définition qui soit une définition de la maquette, hein, de réel, qui soit extrêmement précise et qui redonne, vous imaginez bien, les lits de briques, puisqu'il s'agit de maisons en briques à Saint-Omer, même les lits de pierre, c'est absolument impossible. Donc il y avait certains qui rêvaient déjà de faire des immersions au sol, dans la ville, des jeux, etc. Ça, c'est malheureusement pas possible avec les maquettes des plans reliefs. C'est pour ça qu'on verra, on va rester en léger survol au-dessus de la maquette. C'est une maquette qui n'était pas restaurée non plus. Elle n'a pas été restaurée parce qu'on voulait la numériser. Hein. Il n'y a pas eu de miracle. Donc, on a donc pris le parti de ne pas toucher, de ne pas... on va faire les restaurations numériquement, c'est-à-dire qu'on a gardé les petits défauts, on a gardé les monuments, heureusement il n'y en a pas beaucoup, mais qui avaient disparu sur la maquette. Hein. Je rappelle, c'est une maquette de 1758. Et par contre, la seule chose qu'on s'est accordé, c'est simplement une harmonisation des couleurs, puisqu'il y avait certaines parties qui étaient très empoussiérées, hein, tout simplement. Et là, on a plus seulement redressé un petit peu les couleurs, sinon on aurait eu un modèle, l'assemblage en tout cas qu'on voyait au début aurait été très celui-ci. On aurait eu vraiment une grosse distorsion dans les couleurs, même si vous voyez qu'on a encore malgré tout un certain nombre d'éléments. Et puis donc, on n'a pas encore, je l'ai dit, accès sur les tablettes, on attend puisque c'est un logiciel qui a été développé assez récemment, et donc ce logiciel n'est pas encore accessible sur tablette et smartphone, donc ça c'est une limite aussi. Et c'est un outil qui nécessite encore aussi toujours la médiation humaine pour le moment. Hein. C'est dans le cadre du SIAP où on va commencer à réfléchir à quels outils, comme vous disiez tout à l'heure, comment on fait pour amener des outils pour lire et pour permettre aux habitants ou aux visiteurs de naviguer dans ce modèle. Alors je vous propose peut-être dans un premier temps de voir un tout petit un court teaser qu'on avait fait réaliser, et puis après de naviguer un petit peu dans le modèle. Donc là, vous n'allez voir. Alors on va tenter de naviguer, on n'est pas sûr qu'on soit de bons marins, mais on va au moins essayer.
Voilà, donc maintenant on peut essayer, voilà, ça fonctionne. Vous voyez, on a je dézoome pour que vous ayez le modèle dans sa globalité. Donc on a plusieurs fonctions. Vous avez une petite fonction qui vous permet de faire de la rotation avec le modèle. Hein. On se promène et on peut le prendre dans différents sens. Donc ici on arrive, on voit la ville depuis l'ouest. Hein. Le territoire depuis l'ouest, donc l'Artois qui se trouve ici en bas, la Flandre qui se trouve en haut, et puis vous apercevez bien évidemment ici le marais audomarois qui a été représenté en partie. Hein, on a une petite partie du marais audomarois qui est représentée. Alors ça a été un challenge aussi, ça a été la représentation de ces parties naturelles, et notamment des arbres, parce que sont de tout petits éléments, toutes petites aiguilles avec des éléments en soie qui représentent, si je ne dis pas de bêtises, les arbres. Et donc ça a été assez compliqué à représenter, puisque le modèle, le scan qui faisait le travail, enfin les photos qui faisaient le travail, eh bien, avait du mal à capter les points sur ces éléments-là. Et donc on a toute une partie ici du marais audomarois, et vous avez bien évidemment les deux planches urbaines qui ont concentré le plus de photos. Ce sont ces deux éléments ici qui remontaient, on ne distingue pas la différence entre les deux parties. Donc vous avez bien évidemment toutes les fortifications, puisque c'était l'objet premier de ces plans. Et puis on peut faire une très belle lecture avec ce document du développement de la ville. Vous avez ici la motte castrale qui existe toujours, la cathédrale qui est à côté, le premier noyau urbain ici qui s'est développé, et puis progressivement la première place de marché qui est venue se lever contre cet ensemble. Et comme la ville s'est développée très vite au Moyen-Âge, hein, à peu près 30 à 40 000 habitants vers 1300, ce qui en faisait la 10e ville d'Occident, hein, c'est l'équivalent de Bruges à l'époque, eh bien, la grande place de marché qui fait 1,5 hectare, et vous apercevez par exemple ici l'ancienne halle échevinale qui a disparu. Donc on la voit en détail. Je vais essayer de me remettre un peu mieux, voilà, de face. On la voit en détail, mais vous voyez qu'il y a des morceaux qui sont abîmés, bien évidemment, avec le temps, et qu'on n'a pas changé, on n'a pas réparé sur le modèle numérique. On a voulu garder l'objet tel qu'il existe pour le transmettre donc aux habitants et aux visiteurs. Et puis vous avez un élément qui a disparu ici, qui est une chapelle qui a été détruite après 1758, mais qui sur le plan n'existe plus. Et c'est là où on peut voir, donc si je redézoome encore, donc on voit bien la ville avec ses grandes artères d'ouest en est, et on descend de l'autre côté vers les quais. Si on avance un petit peu, vous allez voir, on va tout de suite retrouver l'eau ici. Voilà, vous retrouvez ici l'eau, l'ancien port de Saint-Omer, et puis les grands entrepôts de déchargement. Et ici, on retrouve la rivière, hein, on suit la rivière, le quai des Salines, qui entoure ensuite ici l'abbaye Saint-Bertin, monument disparu aussi, complètement disparu, aux grandes dames donc des architectes, et surtout des architectes du patrimoine et des conservateurs du patrimoine au XIXe siècle. Donc abbaye Saint-Bertin qui a complètement disparu, il ne nous reste que quelques ruines aujourd'hui. Donc c'est un bel outil aussi pour parler de tous ces bâtiments, de toutes ces églises qui ont disparu. Voilà, et on peut zoomer aussi, c'est vrai qu'on peut zoomer très en détail, hein, on peut aller voir l'arrière aussi d'un certain nombre de façades. Vous voyez, on peut vraiment aller très loin, sauf vraiment dans les rues qui sont très étroites, bien évidemment, parce que le modèle ne le permet pas, hein, c'est normal, mais on a vraiment une infinité de détails, y compris tous ces, lorsqu'on dézoome un petit peu, tous ces cœurs d'îlots qui sont très verts. Finalement, la ville est très minérale, et la partie végétale se trouve à l'intérieur des îlots. Et de la même manière, on peut se déplacer. Alors ici, si je dézoome, on se trouve au cœur aujourd'hui de l'agglomération de Saint-Omer, entre Saint-Omer ici et Arques de l'autre côté, et toute cette zone aujourd'hui est urbanisée. Donc c'est assez intéressant pour le grand public aussi de découvrir finalement comment se présentait cette agglomération autrefois, en tout cas en 1758, et on peut faire tout un travail. On a utilisé d'ailleurs ce plan lors d'une exposition pour montrer comment le territoire s'était développé. Voilà, quelques éléments
un autre exemple ici avec Blandec, qui est une autre ville. On peut zoomer sur un certain nombre d'éléments, découvrir ici une ancienne abbaye, l'église, enfin voilà, c'est un jouet sans fin. Et pourtant, je suis sûre qu'il y a des questions qui se posent. Tout à fait. Par rapport à la démonstration faite, et c'est vrai que de pouvoir plonger dans le plan, même s'il y a une distance que l'on comprend, hein, et tu as expliqué pourquoi, voilà, le zoom, après se demander s'il est pertinent et légitime de vouloir aller très près. Là, il y a une distance minimale qui a été travaillée avec la société qui a numérisé le plan. J'ai une question très indiscrète à laquelle tu n'es pas obligé de répondre. Le budget d'une numérisation. Pour pour ces deux jouets. 60 combien ça mètres coûte, ces deux carrés, jouets? c'est un très grand plan. Le budget a-t-il été aussi... Oui. Alors ça ne nous dit pas tout, mais ça... C'est combien le mètre carré? Non, mais de toute façon, c'est de l'argent public, donc il n'y a aucun secret. Ça n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu ce projet européen qui en a financé la moitié. Clairement, on a eu aussi une aide du département, de la région. Et donc, le budget global de cette opération de numérisation TTC, c'était 280 000 €, qui comprenait toutefois, il faut le dire, un budget quand même consacré à la régie des œuvres et au transport. Donc ça a été un point important. C'est pas juste la numérisation. Ça, il faut le souligner. Oui. Ouais. Tout ça est compris, tout est compris. Et ton jouet à toi, Christophe? Mon jouet à moi, il est très cher aussi. Mais non, mais c'est-à-dire que c'est difficile. Il y a le budget du programme de R&D qui n'est pas que l'application finale. Et puis il y a le budget de l'application finale qui m'échappe. Je ne sais plus c'était combien, Arnaud. Combien on me doit encore? Non, Arnaud. C'était aux alentours de 60 000 ou quelque chose comme ça. C'est moins. Bon, 40. Mais ça, c'est l'application finale, c'est pas la base de données. Voilà, donc c'est assez difficile à déterminer. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que nous, on n'a pas tout à fait fini notre application. On a encore un module à ajouter, qui est un module destiné aux médiateurs du musée. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir, dans leur bureau, accéder à la base de données, se créer leur propre parcours qu'ils vont enregistrer sur des badges RFID. Et quand ils arriveront à proximité d'un écran, ils pourront prendre la main sur un, deux ou les 3 écrans selon le public qui sera dans la salle et afficher toutes les fiches qu'ils souhaitent afficher pour illustrer leur discours. S'ils font quelque chose, par exemple, sur l'industrie navale ou sur l'industrie agroalimentaire, ils pourront sortir directement plutôt que d'aller chercher à la main. Donc c'est un petit outil, un petit module qui nous reste à finaliser là dans les mois qui viennent. J'ai oublié aussi une autre chose, mais peut-être c'est possible d'ouvrir la dernière page de ma présentation. Après, je me tais. C'est qu'on a fait une petite publication sur le projet qui fait 80 ou 90 pages. Il y en a une moitié qui est consacrée à l'histoire de l'objet et l'autre moitié qui est consacrée au projet numérique. Et c'est téléchargeable gratuitement en PDF sur la boutique du château. Voilà, donc n'hésitez pas à y aller et à télécharger ça. Malheureusement, on n'a pas eu les moyens d'en faire beaucoup de versions papier. C'est bien, vous partagez. Y a-t-il des questions dans la salle sur à la fois la présentation relative au plan relief de Saint-Omer, celui plus récent, si j'ose dire, 1900, c'est déjà pas mal, pour Nantes? Oui, il y a une... Oui, bonjour. Félicitations pour la qualité de votre numérisation, mais vu le budget, je comprends un petit peu mieux. Néanmoins, en complément, est-ce que vous pourriez préciser comment On Situ a fait pour texturer les façades? Parce que même si là, le seuil de zoom est limité, ça semble être quand même là encore d'une qualité tout à fait respectable. Et voilà, comment ils sont arrivés à ça? Alors, ce que je peux vous dire, On Situ sera présent demain, donc répondrait beaucoup mieux que moi à cette question. On les a choisis parce que justement, on avait, sur différents exemples qui nous ont été présentés,
C'était vraiment eux qui avaient la qualité, la meilleure qualité, le meilleur rendu. Je sais qu'ils ont utilisé un logiciel, bon, il n'y a pas de secret, quand on télécharge, on voit le petit module qui permet de lire le plan, qui s'appelle Acute 3D, donc qui était très récent à l'époque, logiciel développé apparemment par des ingénieurs français, si je ne dis pas de bêtises, et avec qui ils sont d'ailleurs en lien direct pour faire évoluer l'outil. C'est pour ça que je disais qu'on n'a pas encore aujourd'hui les outils pour utiliser le plan sur les tablettes, mais on sait que ça va venir, quoi. C'est juste une question de temps, de développement. Et donc c'est un outil qui utilise la photo, bien sûr, il y a énormément de photos du plan qui ont été prises, et je sais qu'Onsitu fait appel pour ces photos à un photographe professionnel, d'où le coût aussi de la numérisation, et je ne sais pas si je ne sais pas si ma collègue du musée des plans en relief peut en dire plus, hein, mais Isabelle qui est là-bas, mais voilà. En fait, ça a été de la photogrammétrie, hein, ça a été surtout une immense campagne photo et retravaillée sous Acute 3D. Voilà. D'où la qualité exceptionnelle, effectivement, du rendu des textures qu'on n'aurait pas autrement. Sinon. Mais les photos qui nous ont été fournies sont d'une qualité oui. remarquable, hein, vraiment remarquable, quoi. C'est de la très très grande qualité. Dernière question, des compléments à cette dernière table ronde qui fait donc la transition avec la journée de demain. Y a-t-il des précisions à apporter? Une dernière question en suspens avant que nous ne cédions la parole à la suite? Oui. Combien de photos? Vous avez une idée de combien de photos? Oui, je crois qu'on est à 30 000 photos, si je ne dis pas de bêtises. D'ailleurs, on les a reçues sur un... Voilà, je ne sais plus si je vous dis une bêtise, si c'est 30 000 sur la partie urbaine uniquement, et ça doit être... Parce qu'il y en a un peu moins forcément sur là où il y en a le plus, c'est sur la partie urbaine. Ça va être peut-être 30 000 sur la partie urbaine et un peu moins, autour peut-être de 3 000 par table sur les autres parties. Ouais. Je l'ai su. Bêtement, j'ai oublié le chiffre. Oui, c'est une photographie table par table, donc avec un système que je ne dévoilerai pas parce que c'était top secret. Très bien, pas de remords, pas d'interrogation nichée. Je crois qu'on peut conclure cette table ronde en imaginant ce que la journée de demain nous réserve. Merci à Christophe et à Philippe pour leur présentation.